Très cher Warrior, comme nous l'avons annoncé dans notre dernière newsletter, nous sommes heureuses de vous présenter le tout premier épisode du Femme Podcast. Femme Podcast, c'est 2 épisodes audio par semaine. Un grand format le mardi, dans lequel nous interviewerons des professionnels et des personnalités sur des sujets qui vous intéressent, et un petit format le jeudi, sur un sujet que vous aimeriez approfondir avec nous. Pour ce premier épisode, nous avons choisi d'interviewer notre leaduse à nous, qui nous donne la pêche et l'envie d'avancer grâce à sa personnalité de warrior décomplexée. J'ai nommé Fanny Abess. Cofondatrice de Fempo, Fanny va nous parler aujourd'hui de sa vision de l'empowerment et de son expérience à travers la notion de résilience. Dans notre contexte actuel hors du commun, la résilience peut être un outil formidable pour continuer à aller de l'avant et dégommer les obstacles. Bienvenue à Fanny et bonne écoute à toutes. Hello, ici Fanny, cofondatrice et CEO de Fempo. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'aborder avec vous un sujet qui revient finalement souvent dans mes discussions avec les femmes ou même avec l'équipe Fempo. C'est un sujet qui me tient en plus particulièrement à cœur, en fait, c'est celui de la résilience. Comprendre un petit peu comment en fait on peut dans la vie surmonter des difficultés, des échecs, surmonter le fait qu'on a perdu une bataille, qu'on vit un moment difficile. Souvent, je trouve qu'on parle beaucoup de réussite, on parle beaucoup de succès, un peu comme si c'était arrivé par magie, ou en tout cas que les personnes qui connaissent ce succès ou ces réussites étaient un peu par nature talentueuses ou ça leur était un peu tombé dessus. Et c'est vrai que finalement, cette façon d'aborder les choses, elle a un côté, je vais utiliser un peu un buzzword du moment, mais un peu instagrammable, qui fait que c'est un peu vendeur. Et finalement, même si c'est sympa hein, de voir les choses comme ça parfois, je trouve que on peut un petit peu nuancer cette façon de voir en fait finalement. Et les réussites, oui, c'est vrai qu'il y a une part de chance, il y a une part de talent, il y a le fait d'avoir la bonne idée, par exemple, ou le fait d'être là au bon moment, de rencontrer la bonne personne. Mais il y a surtout, je crois, en tout cas, c'est mon avis, un état d'esprit, beaucoup de travail sur soi et beaucoup de travail de façon générale. Et peut-être cette réalité-là, elle est un petit peu moins instagrammable. euh, Parce qu'elle apporte de la friction, c'est difficile, c'est parfois pas très joli, on n'y arrive pas toujours du premier coup, on doute, on se remet en question et tout. Et je voulais aujourd'hui discuter d'un élément qui pour moi est un des ingrédients en fait de la réussite, un des ingrédients du fait qu'on avance. Il y en a d'autres, hein, et d'ailleurs on pourra aussi en parler. C'est la capacité d'être résilient. Donc, les filles de l'équipe m'ont préparé plusieurs petites questions. C'est vrai que c'était un peu plus structuré de fonctionner comme ça. Commencer un petit peu par déjà définir ce que c'est que cette résilience-là. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je me sers énormément dans ma vie. Et c'est vrai que à force, j'ai un petit peu développé, on va dire, j'ai un petit peu théorisé finalement le concept. Et en fait, pour moi, la résilience, c'est c'est un moment, quand il y a quelque chose de négatif, un événement négatif qui survient, un événement inattendu, ou vis-à-vis d'une situation négative qui dure, notre capacité à réagir. Donc ça se fait pas tout de suite, hein, je pense. Il y a un moment, il y a un temps où on assimile cette nouvelle situation, les nouveaux paramètres d'une situation. Et pour moi, la résilience, c'est pas seulement accepter la nouvelle situation, c'est aller un petit peu plus loin, c'est en fait s'appuyer sur les nouveaux paramètres pour trouver un moyen d'aller encore plus loin, d'avancer encore mieux, quoi. Je peux vous donner des situations personnelles comme j'ai vécu, comme tout le monde, en fait, dans la vie, il y a pas mal de situations plus ou moins graves qu'on peut vivre, plus ou moins éprouvantes. Ça peut être par exemple un échec académique, je sais pas, un redoublement ou pas être accepté dans le cursus qu'on voulait. Ça peut être avoir un manager qui est toxique dans son travail, une personne proche qui est toxique, un chagrin d'amour, un accident aussi, ça m'est arrivé.
ou des problèmes de santé. Et à chaque fois, je trouve que c'est un petit peu le même scénario qui se répète. Et en fonction des personnes, et en fonction aussi de l'entraînement qu'on a, parce que pour moi c'est vraiment un entraînement, on peut avoir, comment dire, plus ou moins de facilité finalement à rebondir. Ça commence toujours par, finalement, quand la situation survient, où on n'a pas forcément la capacité à réagir en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Et on est un peu dans la tourmente, le temps on se rende compte finalement de la situation. Parfois, on a aussi tendance un petit peu à se morfondre sur le nouvel état de fait ou à se poser un peu en victime. Et c'est vrai que c'est une réaction tout à fait humaine, on va dire, c'est un réflexe normal. L'idée que je voulais développer avec vous, c'est de se demander, même s'il y a ce petit temps au début où on est troublé, où on se sent mal, comment est-ce qu'on fait en fait pour se sortir finalement de cette situation et qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Déjà, c'est vrai que quand on se pose un peu en victime, là, on se pose finalement en impuissant, quoi. On n'a pas du tout de moyen de changer les choses, l'environnement, etc. parce que on se met dans une situation où on n'a aucun pouvoir. Et ce que moi j'essaye de développer quand je suis dans une situation difficile, c'est vraiment le fait d'assimiler la nouvelle situation. Alors oui, ça prend un petit peu de temps. D'assimiler finalement ces nouveaux paramètres et puis en fait de regarder comment, avec ces nouveaux paramètres, on va pouvoir aller plus loin. Donc il y a tout un travail d'acceptation, c'est clair, de la situation. Déjà de réagir, de se rendre compte qu'on est dans une mauvaise situation. Parfois on s'en rend pas toujours compte. Je pense notamment par exemple aux relations toxiques. C'est pas toujours qu'on se rend compte tout de suite qu'il y a un problème. Une fois qu'on s'en rend compte, c'est d'accepter cette situation. Et finalement, la résilience pour moi, c'est de réussir petit à petit, et ça peut prendre du temps, à aboutir à une situation finale où là, on se sent fort, grandi, où on a avancé, on a appris quelque chose, on a évolué, on se retrouve finalement dans une situation où on est mieux qu'au début. Et ça, c'est génial en fait quand on arrive à faire ça, parce que quand il y a une nouvelle difficulté de vie qui arrive, on sait que on va être capable de réussir à trouver du positif en fait dans cette situation. À l'inverse, parfois quand on a une mauvaise situation qui nous arrive, on a tendance à peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, se lamenter un peu, se morfondre, et parfois c'est un temps nécessaire, hein. Moi aussi, des fois ça m'arrive, voilà, le temps de réagir, qu'il y a une période où oui, c'est normal, il y a une période de deuil un petit peu où on doit, voilà, on a envie de se morfondre un petit peu. Mais l'idée de la résilience, c'est de pas faire comme s'il y avait rien qui s'était passé, quoi. Ni de vouloir de regretter le passé, ni de finalement, oui, faire comme s'il n'y avait pas de nouvelle situation et se taper la tête contre un mur pour essayer de continuer comme c'était avant, quoi, finalement. L'idée de la résilience, c'est vraiment de faire pause, d'accepter que les choses se sont pas passées comme on l'avait prévu et de voir avec ces nouveaux paramètres comment est-ce qu'on peut contourner l'obstacle et continuer d'avancer. C'est dur, ça c'est sûr, de mettre. C'est comme un muscle en fait. C'est dur en fait de mettre en œuvre cette résilience. C'est se faire un peu souffrance. Ça peut prendre du temps, mais c'est un temps qu'on doit prendre si on veut évoluer en fait dans notre vie et dans nos expériences. En fait, pour moi, je me dis toujours qu'il y a, de toute façon, dans la vie, oui, comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est vrai, quoi. Dans la vie, il y aura toujours des difficultés à surmonter. Et pour moi, en tout cas, il vaut mieux voir ces difficultés comme un challenge à surmonter. Vaut mieux se servir de ces difficultés pour évoluer, pour s'améliorer, pour apprendre des choses, que se souvenir des difficultés qu'on a vécues comme quelque chose qui nous accable, en fait. Donc c'est pas évident, hein, bien sûr, et je vais essayer de vous partager des expériences un peu concrètes pour donner des exemples, et je serais vraiment ravie aussi d'avoir un petit peu vos expériences sur ce sujet. C'est clair que c'est pas évident, mais à force, on peut, je pense, s'entraîner à muscler en fait cette résilience. Une deuxième question qu'on voulait aborder avec vous, c'était justement de savoir comment un peu concrètement, comment est-ce qu'on peut faire preuve de résilience.
Et je voulais du coup partager avec vous comme j'ai dit plus haut, il y avait plusieurs exemples dont j'aurais pu me servir, notamment dans ma vie professionnelle, personnelle, académique. Et je voulais partager avec vous une expérience qu'on a vécue avec Claudette, qui a cofondé avec moi Fempo au tout début. Donc Fempo, c'est une entreprise qui a maintenant, enfin en tout cas, l'idée a 3 ans. L'entreprise est un peu plus jeune. On a eu l'idée en fait de créer une culotte en tissu qui remplace les tampons et les serviettes pour la journée, alors que on n'avait vraiment aucune connaissance en fait dans le domaine du textile, ni dans le domaine du marketing digital, du e-commerce et tout. Nous, on a plus des formations en sciences politiques. Du coup, parfois, la résilience, ça doit s'accompagner un peu de détermination, on va dire. Mais en tous les cas, c'est un défi qu'on s'est lancé avec Claudette. On n'avait pas non plus de budget, d'ailleurs. On a commencé avec quelques centaines d'euros. Et on a fait tout nous-mêmes. Choix des tissus, recherche, prototype au départ, etc. Pas de connaissance du monde des usines, de comment est-ce qu'on fait un dossier technique pour créer une culotte, puisqu'en fait on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'il fallait que les tailles soient vraiment super bien respectées, surtout sur des produits qui sont si près du corps et tout. On s'est finalement débrouillé pour sortir des prototypes en s'aidant beaucoup en fait de vous, de la communauté de départ, puisque on a vraiment travaillé avec des centaines de femmes au début en testeuses pour comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et du coup, la phase de prototype a duré 6 à 9 mois. À ce moment-là, on a dû trouver une usine en fait pour pouvoir fabriquer les premières culottes qui n'étaient plus des prototypes et rendre finalement le produit manufacturable. Donc pour trouver cette usine, on a trouvé en fait une personne qui était spécialisée dans la création de lignes de vêtements et qui nous a aidé à trouver une usine au Portugal. Et c'est vrai que à ce moment-là, on n'avait pas du tout de connaissances finalement pour savoir comment valider un prototype qui marche, etc. On a vraiment finalement appris les choses sur le tas. Pour le lancement de la première production de 300 culottes, on fait appel à notre communauté en fait de testeuses et à leurs amis pour pouvoir financer en fait cette première production avec des précommandes qu'on met en place, si je me souviens bien, en novembre 2018 pour une livraison en janvier 2019. On envoie en fait la petite newsletter pour demander des précommandes à celles qui sont intéressées. On vend très rapidement nos 350 culottes parce que les personnes nous connaissaient déjà Fempo, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elles nous suivaient, donc elles nous ont vraiment soutenues. Et puis là, on s'accorde enfin une pause après pratiquement 9 à 10 mois de travail acharné pour Noël 2018 dans nos familles respectives. En se disant que voilà, l'usine allait nous livrer facilement. D'ailleurs, c'était ce que l'agent qu'on avait pris nous avait assuré début janvier, pour ensuite livrer les clients tranquillement fin janvier. Donc à notre retour de vacances en janvier 2019, quelques jours plus tard, on apprend par email, par cette personne, que en fait, l'usine au Portugal a fait faillite avec tous les tissus qu'on avait stockés chez elle, que c'est impossible de récupérer ces tissus qu'on avait mis 2 mois à rassembler, parce que l'usine était en scellé judiciaire et que il fallait qu'on prouve auprès de la justice portugaise que ces tissus nous appartenaient bien. Et cette personne, donc, qui était notre contact et qu'on avait payé avec nos économies pour qu'elle nous aide, nous souhaite bon courage et puis disparaît dans la nature. Donc nous, on devait livrer les 350 culottes dans les 15 jours à des clientes qui avaient déjà payé en fait leurs culottes. Donc avec Claudette, on n'était pas très bien. On était un peu abasourdis par cette nouvelle, on va dire. Et c'est vrai que n'ayant aucune connaissance et ayant cette personne qui nous avait complètement lâchés quoi finalement, qui répondait pas à nos messages, qui répondait pas à nos appels, qui avait disparu quoi, on aurait pu se dire on peut rembourser tout le monde et laisser tomber. Ou on peut rembourser tout le monde et prendre notre temps pour prendre encore 9 mois comme on avait fait pour trouver une usine, etc. Et en fait, on n'a pas réagi comme ça. Franchement, j'ai été assez fière de nous. C'est aussi l'avantage d'être deux, j'avoue. Mais après avoir un petit peu encaissé le choc de cette nouvelle, avec le DES, on s'est dit, en fait, on va pas lâcher le morceau, quoi. On veut quand même y arriver.
on veut assimiler cette nouvelle situation et voir comment est-ce qu'on peut faire pour quand même livrer ses clientes. Donc, on s'est assez réparti naturellement les rôles avec Claudette, en prenant en compte ces nouveaux paramètres, comme je le disais plus tôt. Et Claudette a écrit un très long mail, en fait, aux 350 personnes qui avaient commandé nos culottes et qui nous avaient fait confiance, qui connaissaient déjà notre histoire, notre aventure, ce qu'on essayait de faire. Elle a écrit un mail de 5 pages en étant vraiment honnête sur la situation qu'on vivait, qu'on était deux copines, qu'on avait monté ce projet avec 250 euros, qu'on avait mis tout notre cœur dedans pour aider les femmes à vivre mieux leur période de règles sans mettre en danger leur santé, en réduisant leurs déchets, en étant beaucoup plus confortable dans cette période. Et qu'aujourd'hui, on avait reçu cet email de notre agent. Donc, on a même mis un screenshot de l'email dans notre email aux premières clientes. Et que on n'allait pas lâcher l'affaire en fait, et qu'on allait tout faire pour retrouver une usine et reproduire des culottes. Et moi, du coup, de mon côté, j'avais la tâche de trouver une usine justement, sans rien y connaître à ce secteur, et sachant que en fait, finalement, trouver une usine pour produire, surtout quand on est un petit créateur, c'est très compliqué. Et en général, les petits créateurs mettent en 1 an en fait avant de trouver une usine qui leur correspond, qui veut bien travailler avec eux parce qu'on a des petits volumes et surtout pour produire parce que les usines elles ont des calendriers de production bookés plusieurs mois en avance. Je me suis pas démontée, j'ai appelé toute la terre. Enfin, je crois qu'avec Colette on n'a pas dormi pendant des semaines. J'ai appelé les petites marques qui fabriquaient déjà finalement de la lingerie pour hommes, pour femmes, pour leur demander s'ils pouvaient m'aider, s'ils connaissaient des gens. J'ai appelé les contacts que j'avais rencontrés les mois précédents, à des salons ou sur LinkedIn. Voilà. Et souvent au téléphone, des personnes plus expérimentées que moi dans le secteur me disaient mais grosso modo ma pauvre petite, tu rêves en fait, tu vas jamais y arriver. Une usine, ça se trouve pas comme ça, hein, ça. Là, je pense que t'en as jusqu'à l'année prochaine, hein. On me disait ça au téléphone. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Tu devrais abandonner. Moi, j'ai pas abandonné, ni Claudette, tant que vraiment. En fait, on n'abandonne pas, quoi. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, oui, on est vraiment. C'est plus de la résilience ou de la détermination. Là, on devient borné. Il faut prendre le problème par un autre bout, quoi. Mais il était hors de question d'abandonner, en fait. Il fallait qu'on trouve une solution. Option 1, ça marche pas. Option 2, ça marche pas. Option 3, jusqu'à ce qu'on ait plus d'options, quoi. Il fallait qu'on continue. Et à force, en fait, de coups de téléphone et de persévérance et vouloir avancer, on a trouvé une usine, finalement, en 10 jours. Donc, c'était assez incroyable. C'est un atelier avec qui on travaille toujours. C'est un atelier de 60 personnes qui est en Tunisie. Donc, c'est 60 femmes, en fait. C'est un petit atelier qui ont finalement été super motivées par notre projet. Et moi, j'avais jamais foutu les pieds en Tunisie de ma vie. D'ailleurs, je parle pas du tout arabe et ces personnes parlent quelques mots de français. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion et je suis allée en Tunisie avec mon prototype. C'est tout ce que j'avais. Et un dossier technique qui était ce qu'il était, on va dire, une V1 quoi, de dossier technique. Et j'ai travaillé du coup avec ces femmes pendant des jours pour mettre au point le lancement en fait de cette ligne de production. Au final, on n'a eu que 3 semaines de retard sur le délai annoncé. On a énormément appris surtout. On a eu aussi beaucoup de soutien de la communauté. Ça nous a vraiment tellement aidé. Avec Claudette, on recevait, suite au message de Claudette, Claudette tenait au courant tout le monde une fois par semaine. On recevait des messages d'amour, des petits smileys cœurs, etc. D'ailleurs, beaucoup continuent de nous envoyer. Nous, on adore. Hein. N'hésitez pas surtout. Des femmes qui nous disaient non mais vous inquiétez pas si vous avez du retard. Moi, de toute façon, j'en ai encore pour 20 ans d'avoir mes règles. Donc, c'est pas quelques mois qui vont changer quelque chose. Et finalement, on a pu envoyer avec moins d'1 mois de retard. On a beaucoup plus appris que si tout s'était bien passé, en fait. Que si on avait reçu les culottes du Portugal, que si c'était l'agent de production qui avait tout géré. On a 1000 fois plus appris, en fait. Et c'est une expérience, pour moi, en fait, c'est là vraiment le lancement de Fempo, plus que le tout début et la création des protos. Parce que là, en fait, on s'est prouvé avec Claudette de quoi on était capable. On s'est prouvé que, déjà, oui, c'est vrai, on travaille ensemble super bien. En termes de résilience, on s'est prouvé qu'on était capable de surmonter des crises
où on a l'impression que la situation est sans issue de secours, quoi, on va dire, qu'on était capable de se surpasser, qu'on était capable d'apprendre sur le terrain en accéléré comment est-ce que fonctionne, comment est-ce qu'on fabrique une culotte qui est vraiment manufacturable, etc., qui répond à des critères de qualité et tout. Et maintenant, quand il y a une petite crise qui se présente, comme c'est le cas, évidemment, dans la vie, que ce soit à Fempo ou ailleurs, avec Claudette, on sait que on peut la surmonter, en fait. On a une conviction en nous que, en fait, c'est possible de surmonter ça. Parce que, on l'a fait, donc, cette fois-là, on l'a fait aussi, à d'autres reprises, pas que dans Fempo. Et que petit à petit, on arrive à surmonter les choses et on arrive à muscler, en fait, cette force de résilience qu'on a en nous, de s'adapter à des situations qui parfois paraissent sans espoir, on va dire. Alors bon, là c'était, ça aurait pu tuer Fempo, quoi, on va dire cette histoire, mais c'était pas non plus, voilà, comme on peut le voir aujourd'hui avec le Covid-19, des situations vraiment de santé dramatiques, etc. C'est vrai que là, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, ça nous demande de reconfigurer vraiment pas mal de choses. Sachant que le plus important, c'est vraiment qu'on soit tous en sécurité, avec que nos familles soient en sécurité et qu'on prenne nos dispositions de santé, de sanitaire finalement quand on sort pour prendre ses courses, par exemple. Ça, c'est pour moi le plus important. Après, oui, il y a le fait d'être confiné en tant que tel. On peut essayer de lutter contre ça, pas l'accepter. Ça, c'est comme si on se cognait la tête contre un mur finalement. Ça sert finalement qu'à se faire mal. On peut aussi essayer de trouver comment est-ce qu'on accepte cette situation et comment est-ce que on va faire pour en ressortir grandi quand ça sera l'après finalement. Du coup, j'ai un petit peu perdu le fil des questions, mais c'est pas très grave. Euh, un des points aussi qu'on voulait aborder, c'est finalement qu'est-ce que cet état d'esprit apporte en fait dans mon quotidien. Cet état d'esprit de toujours trouver le positif, essayer de reconfigurer, d'assimiler les nouveaux paramètres d'une situation et de voir comment est-ce qu'on peut finalement mettre en place un nouveau plan d'action pour continuer sa route. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que plus je m'entraîne à être résiliente, et voilà, parfois on n'y arrive pas toujours, c'est pas forcément dès le début qu'on va y arriver, mais c'est des petits pas, il faut continuer à s'entraîner. Plus je me sens forte en fait intérieurement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que je suis capable de me sortir de situations difficiles. Oui, j'ai parlé de cette situation au Portugal. Il y a des choses un peu plus personnelles que j'ai vécues, notamment un accident où j'ai failli perdre mes jambes. Et c'est pareil, j'avais cet état d'esprit. Parfois, c'est des situations très dramatiques et très difficiles. C'est cet état d'esprit qui m'a permis de m'en sortir, en fait, psychiquement, psychologiquement et même physiquement, dans des situations comme ça qui peuvent être vraiment chaudes, quoi. En moi, j'ai vraiment cette conviction que je vais trouver un moyen de rebondir. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction du choc, quoi, on va dire, de l'importance du choc. Mais petit à petit, je vais y arriver. Et ça, c'est super, quoi. Ça te donne une assise, ça te donne des fondations solides en toi où tu as une conviction, quoi, que tu vas t'en sortir. C'est super sécurisant et c'est aussi une prophétie autoréalisatrice, quoi, sur laquelle moi je peux m'appuyer. Je vous incite à vous entraîner en fait à chaque fois que l'occasion se présente à muscler cette résilience. Donc voilà, c'est sûr, comme je l'ai dit, ça peut prendre un peu de temps, mais avec l'expérience, je sais que j'y arrive de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il y a une situation négative qui arrive. Bon, il y a un moment, bien sûr, comme tout le monde, voilà, je suis un peu sous le choc, ou je me morfonds un peu, je me dis, mais oh là là, c'est... Et puis, de plus en plus tôt dans le process, à force de m'entraîner, j'arrive à voir les éléments positifs, à me dire, bon, comment on va s'en sortir, et à focus mon énergie, pas sur le fait de me morfondre, ou après, on peut être triste un moment, hein. Enfin, je pense aux peines de cœur et tout, ça peut prendre longtemps hein, de s'en remettre, mais même si on est triste et on accepte cette tristesse et on la gère,
on met aussi en place les éléments qui vont faire que on va réussir à rebondir petit à petit, quoi. Et je sais que moi, j'ai vraiment la chance d'avoir entraîné ce muscle et que j'arrive à avoir des éléments positifs dans beaucoup de situations. Ça me donne du courage pour affronter les choses. Je me laisse pas abattre et ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer, même dans des moments très difficiles. Il y a un autre point aussi qui est important, je pense, c'est que quand on essaye de faire preuve de résilience, en tout cas c'est mon expérience que je vais vous partager, il peut y avoir des difficultés. Moi j'ai repéré deux difficultés, en tout cas points de vigilance on va dire, par rapport à cette expérience de faire preuve de résilience. Le premier point de vigilance, c'est que, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on a le droit d'être triste ou d'être mal. Être résilient, ça veut pas forcément dire ah c'est les bisounours et on voit que le côté positif et on nie la situation qui est difficile. Je pense pas que ce soit ça. Parfois, quand il y a un deuil à faire d'une situation passée ou quand il y a un deuil à faire, il faut quand même prendre le temps d'être triste. Il faut quand même s'accorder le droit, se laisser le temps d'assimiler les choses et être indulgent aussi avec le temps qu'on met pour le faire. Parfois, en tout cas c'est mon cas, je sais pas si ça peut vous arriver aussi, mais mon cœur ou mon corps, il met plus de temps que ma tête à s'adapter, quoi. On va dire que ma tête, elle veut déjà passer à l'étape d'après et que moi, finalement, mon esprit, mon corps, mon cœur est toujours n'a pas eu le temps d'assimiler les choses. Et je pense que ça, c'est important aussi de prendre en compte qu'il faut laisser le temps pour vraiment accepter la nouvelle situation, enfin être doux avec soi-même. La deuxième difficulté que moi je vis en fait dans ces temps-là, c'est que en fait ça demande vraiment un effort, quoi. Il y a un côté, c'est un peu bizarre et un peu peut-être maso, cette tendance qu'on a peut-être à se complaindre un peu, se morfondre. Pour se sortir de ça, ça demande carrément un effort, faut se faire un peu souffrance, ça c'est clair, quoi. Si on a envie en tout cas d'en sortir. Mais pour moi, la récompense à la fin, elle est tellement cool que ça vaut le coup en fait. Donc c'est vraiment difficile, voilà, de pas tomber trop dans l'écueil de se lamenter, de pas tomber trop dans l'écueil de lutter contre la réalité, mais de faire un pas de côté et de se dire ok, voilà la nouvelle situation. Ça va pas être évident, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand même cette situation nous apporte quelque chose à la fin, quoi. Il y a une très fine frontière entre ces deux extrêmes, je pense. Et c'est là, en fait, toute la difficulté de réussir à faire preuve de résilience. Un autre point aussi qu'on a évoqué avec la team et qu'on s'est dit qu'il pourrait être important, en tout cas comme tips à donner. En tout cas, moi, je voulais partager plus qu'une méthode pour surmonter les obstacles, une citation. Enfin, c'est une citation, en fait, c'est ma mère qui dit tout le temps ça. Et je trouve que c'est une super phrase en fait qu'elle dit. À chaque fois que je lui raconte un peu mes malheurs, comme on peut tous le faire à sa petite maman, et ma mère, elle me dit toujours, comment dire, ma mère, elle est pas très forte pour donner des conseils, on va dire. Par contre, elle est très forte pour réconforter. Et elle me dit toujours, allez, encore un petit peu de courage, ma fille. Et ça m'émeut même de vous évoquer cette phrase-là parce que ma maman, elle est même pas, elle est dans un autre pays aujourd'hui, donc on est un petit peu loin dans cette période de confinement. Et j'adore en fait quand elle me dit ça, ça me réconforte beaucoup parce que c'est juste encore un petit peu de courage. Et c'est tellement juste parce que c'est avec un petit peu de courage, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, qu'à la fin on y arrive. Et en plus, je trouve que le mot courage est vraiment super parce que c'est exactement ce qu'il nous faut pour être résilient en fait. Il nous faut être courageux. C'est ça en fait que je me dis, je me redis cette phrase quand elle est pas là et qu'elle peut pas me la dire. Je me redis cette phrase dans les moments un petit peu difficiles où justement j'ai une petite chute de courage, quoi, on va dire. Je voulais conclure un petit peu ce point résilience, on va dire, avec un dernier petit conseil en mode survie pendant cette période difficile. J'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais voilà, le plus important, en vrai, faut qu'on essaye de relativiser, quoi. Si on est en sécurité, si nos familles sont en sécurité, qu'elles vont bien, qu'on prend nos dispositions pour sortir en toute sécurité, le minimum de fois, c'est le plus important. C'est pas facile
d'être confiné à la maison. Si on l'accepte et qu'on rebondit là-dessus, ben je pense que ça va passer beaucoup plus vite, quoi. À partir du moment où on est tous en sécurité, on peut essayer de trouver du positif dans cette situation. Et je vais vous donner l'exemple de ce qu'a fait l'équipe Fempo. Aujourd'hui, on avait des objectifs avant le confinement avec l'équipe, de faire des lancements de nouveaux produits, qu'on vous a un petit peu teasé sur Instagram. Il y avait aussi des shootings photos qui étaient organisés, des événements. Donc chaque personne de l'équipe, je pense, a été déçue un peu de pas pouvoir mettre en place ses objectifs. Et en fait, oui, il y a eu un temps où on a tous un petit peu assimilé le fait que toutes ces choses-là étaient annulées, en fait, et qu'on pouvait rien faire pour lutter contre ces annulations. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que, finalement se morfondre trop longtemps et râler finalement ou se morfondre contre cette situation, en fait, ils ont brainstormé ensemble pour créer des nouveaux projets pour Fempo pendant cette période, pour vous. Ils ont créé des choses super créatives, des contenus qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est dans le jus du bureau. Ils se sont mélangés même entre équipes, donc des personnes qui se connaissent très bien, parce qu'on est quand même très soudés, on est encore une très petite équipe qui se connaissent très bien, pour rigoler, pour les after-work, pour la machine à café ou le déj. Travaillent aujourd'hui ensemble alors qu'elles n'avaient jamais travaillé ensemble pour vous créer des super contenus, pour vous créer, vous apporter autre chose un peu pendant cette période compliquée, surtout quand on est confiné à beaucoup de personnes et tout. C'est super et pour l'équipe de Fempo et pour Fempo en tant que telle, parce que déjà l'équipe Fempo, chacun ne se morfond pas tout seul à la maison en disant le shooting peut pas être organisé, l'événement avec les clientes qu'on avait prévu peut pas être organisé, mais plutôt ils se sont focus leur énergie sur des nouveaux projets, des choses qu'ils peuvent faire et pas sur les choses qu'ils peuvent pas faire, quoi. Et en plus, ils font en sorte de mieux vous connaître, vous, les personnes qui nous suivez, et de mieux se connaître eux en tant que collègues. Et en fait, je trouve ça fou parce que, en fait, après le confinement, on se connaîtra plus qu'avant. Franchement, le premier jour de l'annonce, j'aurais pas pensé ça, en fait. Donc c'est ça, je terminerai là-dessus. L'équipe met vraiment son énergie dans des projets positifs qui vont de l'avant, et ça, c'est résilient, et je les adore pour ça, quoi. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite quand même une très bonne semaine et à bientôt. Merci à Fanny pour ce partage 100% positive mindset. Et maintenant, c'est à vous les warriors de nous dire ce que vous avez pensé de cette intervention, de ce format, et nous donner vos astuces ou expériences pour garder le moral pendant le confinement et les épreuves de la vie. On aimerait aussi savoir quel thème vous voulez aborder pour créer un podcast qui vous ressemble. La semaine prochaine, on échangera avec Émilie, une naturopathe, qui nous donnera des astuces pour prendre du temps pour soi et se reconnecter avec soi-même. Envoyez-nous toutes les questions que vous voulez lui poser par commentaire ou par message. On les attend avec impatience. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain épisode jeudi où nous parlerons des bases du cycle menstruel. À très bientôt les warriors!